Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse l'actualité de la semaine, on la commente, on y réfléchit ensemble. Et cette semaine, son grand retour, M. Jules Simard va venir discuter avec moi d'actualité. Bonjour Jules. Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ah oui, bien, je suis allé faire un tour en pays rouge. T'es allé en zone rouge? En zone rouge, une couple de jours, à peu près une dizaine de jours. Alors, c'est pour ça que la semaine dernière, quand je suis revenu, bon, j'ai dit, OK, on confine, là. Ouais, c'est pour être plus sage à ce niveau-là. Et, mais, j'ai été chanceux. Je ne l'ai pas vu. Bon, La fameuse COVID, je ne l'ai pas vue. Je sais que tu as de la misère à trouver des sujets où est-ce qu'on n'en parle pas, là, mais... J'essaie de ne pas mettre de sujet juste là-dessus, mais finalement, on finit tout le temps par en parler. Par les temps qui courent. Écoute, c'est l'élément majeur, quand même. Tu sais, puis même, je suis allé aider et mon genre et ma fille en déménagement, en aménagement de leur nouvelle résidence. Et je n'ai pas sorti. Je veux dire, quand j'avais à sortir, c'était soit mon gendre, c'était le seul délégué qui pouvait sortir dans les épiceries ou dans les quincailleries ou des choses pour justement être en mesure d'éviter le plus possible. Ah oui. Non, je pense qu'il faut être prudent. Là. La situation est en train de... Je pense qu'on ne peut pas. Là. Je sais bien qu'il y a des sceptiques sur cette terre, mais personnellement, je n'en fais pas partie. Et quand tu regardes le nombre de personnes qui y décèdent, surtout moi, avec mon très jeune âge, je suis obligé d'y penser sérieusement. Oui, puis tu sais, moi, je veux pas lancer la pierre aux sceptiques. C'est normal des fois de douter, de pas comprendre, parce que des fois, le gouvernement a aussi des messages qui sont contradictoires. Tu sais, pourquoi on peut ouvrir les gyms, mais pas les bibliothèques ou les enfants. Tu sais. Mais en même temps, mettez-vous à leur place. Là. Gérer ça, c'est de l'inconnu. Ils font ce qu'ils peuvent, puis je comprends tous ceux qui ont des problèmes parce qu'ils ne peuvent plus sortir, ne peuvent plus voir, pour les entrepreneurs qui perdent des sous, qui ont des problèmes. Mais quel prix ça vaut une vie humaine? C'est un peu la question. C'est ça qu'il faut se demander. Tu sais, tu regardes toute la question de faire en sorte que... C'est sûr que l'économie n'est pas complètement arrêtée. Mais regarde, c'est la semaine dernière qu'on a fait, là, 2 semaines, il y a eu des études là, qui ont déterminé, puis les points d'éclosion se situent maintenant aussi en entreprise. Et on sait que là, les entreprises sont dans la même mouvement. Donc, tu permets, tu sais, à l'émel, là, ça peut être inquiétant, peut-être. Il paraît que non, là, mais ça peut peut-être être... On peut rester sceptique. On est en droit de se poser des questions. Hein. C'est clair, c'est clair. On va commencer ça, hein. On va parler de la MRC. T'as un point qu'on a parlé la semaine passée, donc la place de la MRC dans les comités gouvernementaux, là, où on décide de l'argent, etc. Et puis là, on voit que, premièrement, on était accepté sur le Conseil de développement régional. En fait, on va avoir enfin un membre sur le conseil d'administration. Mais tu voulais parler de quelque chose, toi. Oui, c'est parce que moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la MRC de Maria-Chapdelaine, dès que vient le temps de faire justement ce genre de comité à caractère régional, on n'est jamais là. On nous oublie continuellement. Et continuellement, on dirait que la 4e ville en importance dans la région n'a aucun poids. Et si ce n'était que sur la question démographique, que je tiens à dire qu'il y a quand même 15 000 personnes qui y vivent encore dans cette municipalité-là. Et dans la MRC, on est 25 000, plus ou moins, là, mais on est 20 000. Ah, à toutes les fois, on nous oublie continuellement. Et ce n'est pas d'hier que cela existe, même d'avant hier. Ouais, moi, je me rappelle le conseil d'administration du CIUS. Oui, conseil d'administration du CIUS. La COVID aussi, pendant longtemps. Oui, pendant longtemps. Il y a eu aussi en 2000, OK, autour de l'année 2000, effectivement, lorsque le gouvernement du Parti québécois, dans le temps, avait créé des centres de développement des nouvelles technologies dans chacune des places importantes, des MRC de la région. La seule MRC qui avait été oubliée, ça avait été encore celle de Maria-Chapdelaine. On avait décidé de faire ça par comté. Et dans le comté, la seule municipalité qui existait était Saint-Félicien.
Alors, je me souviens très bien de l'histoire, et surtout de la crise que j'avais faite à ce moment-là. J'étais attaché politique, imagine-toi, dans le temps du député Benoît Laprise. Et lorsque ça l'a tombé, je suis parti du bureau, j'ai dit non, ça se peut plus, là, qu'on ait encore. Et ce qui est arrivé, c'est que l'analyse de la répartition des gens qui vont pour y voter se fait par les hauts fonctionnaires dans la région. Et je pense que leur grille d'analyse, ils ne sont pas capables de la changer, ni de tenir compte de la réalité de ce qui existe dans la région, et non seulement de la réalité démographique, mais aussi du poids économique. Excuse, mais là, je suis en train de... Ce n'est pas la COVID. Je suis en train de me choquer. Mais je pense que c'est la grille d'analyse, effectivement, qui est faite par les hauts fonctionnaires qui se doivent de déterminer, bon, bien, cette représentativité-là, ça se fait pas juste par le politicien. D'ailleurs, le politique intervient après que la décision pas la décision, mais la proposition a été faite par les hauts fonctionnaires. Alors, je pense que cette analyse-là, il va falloir qu'à un moment donné, il y ait des gens qui la changent et qui l'analysent en tenant compte du fait que nous sommes aussi encore dans cette région. Sans ça, on va se séparer. Hein? Non, mais sans ça, on va s'en faire une propre réunion si on n'est pas capable d'être reconnu. On veut pas tous les sièges, mais on veut au moins un siège sur ces choses-là. D'ailleurs, on a reconnu, d'après ce que j'ai pu lire entre autres sur le fameux comité de développement économique, là, on a reconnu qu'effectivement, il y avait eu un malencontreux oubli. Hey, c'est plus un malencontreux oubli, là. C'est plus qu'une question d'oubli, là. Tu comprends? C'est ça. C'est pour ça que je te dis que ça... Oui. Ah, là, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, c'est ça que je voulais souligner. Et on dirait que l'élément de la partisanerie politique aussi entre souvent de fois en ligne de compte dans ces éléments-là, lorsque vient le temps de déterminer qui... c'est pas nécessairement des individus, c'est des sièges qu'on veut. Et si on veut un siège, on va mettre quelqu'un dessus qui est apte, à l'évidence, à répondre puis à être capable d'y donner. On n'est pas des... c'est ça que... Ça me permet de pouvoir me vider le cœur. Oui, on sentit que ça t'a fait du bien. Non, c'est ça, tu comprends? Parce que c'est le temps, c'est quand ça revient tout le temps. Je suis pas mal convaincu qu'il va y avoir un autre décision de cette nature-là et on va être encore oublié. Je te le dis. Sauf que, Colin, il va falloir qu'on change l'analyse, la façon de faire cette analyse de répartition-là qui se veut, qu'on le veut ou non, oui, un geste démocratique, nous en sommes convaincus, mais la démocratie, c'est aussi une question de nombre, puis on n'a pas le droit, sur 157 000 de population, de dire qu'il y en a 15 000 qu'on envoie du revers de la main, ils n'ont même pas le droit au chapitre. Ça, là, il faut qu'à un moment... Assez que si on n'avait pas fait ça, j'étais en train de me demander si j'aurais pas parti un mouvement de contestation, tout comme on aurait pu le faire lors de la COVID, lorsqu'on nous a pas, de marcher dans la rue. Écoute, en 2009, OK, lorsque la compagnie Abitibi-Bowarder a fermé l'usine, on s'est ramassé 5 000 en avant de l'hôtel de ville. 5 000 personnes en avant de l'hôtel de ville. J'ai des photos là-dessus encore qui dans le journal Le Point. Et oui, quasiment, on serait capable de les compter. Pour dire, écoutez, là, c'est assez. Là. On existe. On existe, là, nous, là. OK? Oui, vous fermez l'usine pour telle et telle raison, mais là, non, on veut pas, là. Il a fallu qu'on y aille crier. Puis, bien, s'il faut qu'encore une fois, puis peut-être qu'on devra le faire. Là, on a été chanceux. Le préfet s'est levé. Le préfet a annoncé les couleurs assez rapidement sur cette question-là. Ouais. Mais je déplore le fait, puis je ne fais pas de politique en le disant, là, mais je déplore le fait que notre député ne se soit pas levé avant pour faire valoir le point qu'on oubliait complètement tout un secteur de cette région-là pour pouvoir être capable d'être représenté sur le comité. Je ne sais pas ce que mon ami Richard a souligné lorsque tu l'as interviewé sur la question,
Mais moi, en tout cas, parce que je me souviens que Richard, sur la question du CIUS, c'était grandement élevé. Oui. OK? Et il y avait... Oui, il y avait un point de vue semblable au tien. Ah bon, il me semblait. Super, bien, on va rester ici, dans notre beau coin, parce qu'il y a du monde qui habite ici, puis on ne veut pas les oublier. Regarde dans ça, toi. Hey, on a d'ailleurs un super beau complexe aquagym tout neuf qui sera nommé le Centre sportif Desjardins. Donc, Desjardins qui donne l'argent pour associer son nom. C'est pour combien d'années? Quand on paye pour un nom comme ça, c'est en termes d'années, donc ça peut changer avec le temps? Bien, fort probablement qu'il doit y avoir des périodes là, sur lesquelles ils s'étendent. Parce que si on fait référence avec la Banque nationale, avec le centre de la Banque nationale à Saguenay, c'était sur des périodes d'une dizaine d'années où pendant 10 ans de temps, tu mets le nom, mais je ne sais pas si ça ici, ça a été l'élément, parce qu'on sait que dans la campagne de financement qui avait été faite, on demandait aux gens de mettre 500 000, 1500 $ comme on pouvait mettre pour pouvoir, non pas juste avoir son nom affiché à l'entrée, mais et fort probablement que c'est dans le cadre de cette campagne-là aussi qu'on a approché le mouvement des Jardins en disant, bien, on avait fait la même affaire, pourquoi est-ce que c'est qu'on a la salle de spectacle Marie-Ange-Chapdelaine, des Jardins, Dolbeau, en tout cas, ça fait long. Bien, puis c'est un organisme qui a toujours beaucoup été présent dans la communauté, qui a toujours investi. Je pense que c'est une bonne décision. Oui, là-dessus. Ben, puis la même affaire au Centre civique, maintenant. OK. OK, c'est le Centre civique des Jardins. Aussi parce qu'il a aussi mis de l'argent dans... C'est bien que... En fait, c'est notre argent aussi qui est réinvesti dans le milieu et qui nous permet de pouvoir avoir et de bénéficier. Tout comme il y en a avec l'Aquagym, d'équipements à caractère sportif, qu'on ne peut pas malheureusement utiliser par les techniques. Mais ça, c'est un autre affaire, c'est un autre dossier, tu ne veux pas comment. Non, c'est correct, c'est correct. Bon, en tout cas, on a bien hâte de voir ce nouveau complexe sportif Desjardins. On avait eu l'occasion en mars. Toi, t'étais allé? En mars, de voir... Là, j'ai pas vu la dernière visite qui a été faite, là, mais en mars, on avait pu été voir l'état des travaux et tout ça. Honnêtement, là, ceux-là qui étaient rentrés dans l'aréna avant, là, tu vas voir que ça a changé. C'est mieux que l'aréna de poche? Un peu plus. Un peu plus. C'est vraiment... Excusez pour ceux qui pensent que je m'acharne sur l'aréna de poche. C'est vraiment un équipement... à la fine pointe. Oui, et... à la mesure dont on peut être fier. Dont on peut être fier de pouvoir l'avoir. Est-ce que ça va faire en sorte qu'on va pouvoir être capable d'aller jouer quand même dans les arénas des autres coins de la région? Et est-ce que les autres coins de la région vont vouloir venir jouer dans le nouvel... Là, elle ne sait pas, là, il va peut-être falloir... Il va peut-être exister plus parce qu'on a... Ben, peut-être, tu sais... transport collectif, on va développer du transport en commun entre Dolbeau, Mistassini, C'est un projet intéressant parce que c'est vrai que si tu n'as pas de voiture, tu es plus âgé, ça peut être compliqué. Donc, c'est une bonne initiative, j'ai l'impression. Oui, ben c'est un projet quand même, je sais pour en avoir parlé avec beaucoup avec Rémi, qui est siège au conseil de ville, Rémi Rousseau, d'en avoir parlé il y a une couple d'années. C'était un projet qui était effectivement sur la table et on regardait les possibilités de pouvoir le faire à des coûts qui ne sont pas exorbitants, là, aussi pour le consommateur qui l'utilise. Oui, je trouve ça bien qu'on puisse avoir accès à un type de transport entre municipalité et secteur rural et secteur le secteur du GM, rural. Exact, l'ensemble des secteurs, pour pouvoir être capable oui, non seulement de se voisiner, mais souvent de fois, de pouvoir être en mesure de pouvoir faire des transactions commerciales d'un bord et de l'autre. Oui, c'est une bonne idée, T'as-tu vu ça? Il y a eu une proposition du maire de Ladoré pour faire une espèce de regroupement, on peut parler peut-être même de fusion pour les 9 municipalités de Domaine-du-Roi. As-tu vu passer ça? Non, mais l'idée... encore là, je te dirais que l'idée n'est pas neuve.
Non, l'idée n'est pas neuve, mais c'est la première fois. Je sais qu'on l'a souvent déjà entendu parler ici dans Maria-Chapdelaine, une ville, une MRC. Mais là, pour moi, c'était la première fois qu'on l'entendait du côté de Domaine du Roi pour regrouper. On disait, écoute, là, sur justement, je pense qu'ils ont 20 000 de population totale, il y a 63 élus sur 9 municipalités. Puis là, il y avait une réflexion à avoir là-dessus. J'entendais Sabin Côté ce matin à la radio qui en parlait. Il disait, il n'y a rien de fait, là, on est à réfléchir là-dessus. Mais considères-tu que c'est une idée intéressante pour la MRC Domaine du Roi? Moi, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est... Regarde ce qui se passe ici, dans la MRC. C'est que, bon, de plus en plus, ça coûte cher au niveau des municipalités pour pouvoir être en mesure de donner des services. Et l'idée de base première, c'est de se dire, on est-tu capable de trouver? Or, qu'est-ce qui vient de se passer, entre autres dans le secteur géant? Ici, dans le secteur, on s'est entendu sur des types de regroupement de services qui, c'est une façon où les gens conservent. Où est-ce que moi, je suis très chatouilleux, là? OK? C'est sur l'identité dans un milieu. Moi, je suis d'accord. Moi, le regroupement, je comprends. Fusion, j'ai plus de misère. C'est ça. Tu comprends? Ah, cette identité-là, elle est nécessaire pour qu'on puisse être capable de vivre en société. Ouais. Et je pense qu'on n'a pas le droit, du revers de la main, de dire, on regarde, on parle souvent de fois d'Adolbeau-Mistassini. Hein? Il y en a combien qui demeurent à Dolbeau puis qui disent qu'ils restent à Dolbeau puis qu'il y en a qui Mistassini puis qui disent... Ouais. Tu sais, le concept de Dolbeau-Mistassini, fort probablement que dans la génération qui me suit, ça va être beaucoup plus facile, eux, de l'intégrer parce qu'ils vont quasiment avoir toujours vécu avec ce phénomène-là. Ouais. Mais pour nous, là, excuse-moi si j'ai un chien dans la gorge et non pas un chat, mais ce n'est pas la COVID en passant. Pour pouvoir donc faire en sorte qu'on puisse avoir notre identité dans chacun des milieux, ça représente encore un point important. Or, avant de dire oui, on fait dans le domaine du roi, je pense qu'ils devraient peut-être regarder, dans le cadre de leur réflexion, effectivement, la possibilité d'en arriver à faire peut-être des regroupements de services entre municipalités pour pouvoir être en mesure de faire en sorte que ça coûte moins cher. Parce que ce qui coûte là, moins cher, c'est pas la démocratie. Ce que je veux dire par là, c'est, écoute, on a 63 élus. Hey, il y a le salaire de ces élus-là, là, hein, par rapport à ce que ça coûte de faire amener de l'eau dans le rang un tel à telle place, là, OK, tu as une différence un peu fondamentale. Ouais. Or, puis plus tu auras d'élus, on reprend quasiment le dossier du début, là, mais plus que tu auras d'élus, plus tu vas avoir de points de vue pour pouvoir être en mesure de prendre une décision où le consensus est peut-être de plus en plus recherché et possible. Ça va être le mieux pour l'ensemble des citoyens. Exactement, tu comprends? Alors, moi, où est-ce que, sur une ville, une municipalité, tu sais, ici, ça avait été amené dans le temps, entre autres par le maire d'Olbeau, Georges Simard, qui en avait parlé, où il disait, écoute, on paye déjà 57 de la facture de la MRC. On payerait peut-être ensemble, si on était une ville, on payerait, oui, 100 mais on payerait 100 tout égal. Ben oui, c'est ça. C'est un peu l'idée qui était mise de l'avant. Il y a des caractères économiques, mais ceci se fait au détriment de l'identité locale. Et tu sais, les fusions municipales dans les années 2000, hein, quand on est parti, puis je me souviendrai toujours des interventions qui étaient faites. Encore là, j'étais attaché politique, mais il se discutait toujours, on parlait toujours de la question et des piastres puis des cents. Jamais c'est venu dans le dossier la question identitaire. Ouais. OK? Et pourtant, c'est essentiel. Pourquoi est-ce que c'est qu'on a eu autant de municipalités? Pourquoi Girardville a été créé? Pourquoi Saint-Edmond a été créé? Pourquoi Saint-Thomas-Didyme a été créé? Alors, toutes ces choses-là, c'est parce qu'on avait eu des raisons historiques qui ont fait en sorte... Et on s'est identifié, après ça, à ces raisons historiques. Très belle réflexion, très belle réflexion. Qu'est-ce qu'on fête samedi? Ça se peut-tu que ça soit la fête américaine qu'on appelle l'Halloween? Oui, mais quelque chose d'encore plus grand pour la région, quelque chose qu'on attend depuis longtemps, cette grande fête qu'on va faire
pour enfin célébrer la fin des travaux de la voie de contournement Alma et le Maligne. Hey, ça fait combien d'années qu'on parle de ça? Samedi, on va pouvoir l'utiliser au complet. Les années 2000. Ouais, Au début des années 2000, même de ça à la fin des années 90. C'était le dossier de l'heure. Et aujourd'hui, on va enfin pouvoir passer dans la... Mais c'est le fun aussi de voir un projet qu'on parle depuis aussi longtemps complété, là. Tu sais, ça va être comme si le pont, ou tu sais, des affaires qu'on parle pendant des décennies, puis à un moment donné, ben, on y arrive. On le fait se réaliser. Avec... ah non, ben tu regardes ça, complètement perdu. Ah oui, on va faire une fête nationale à toutes les années, 31 octobre. 31 octobre. On va fêter en même temps dans que la la région. Oui, on va fêter ça. C'était un petit une boutade, mais ça me fait bien rire. Rio Tinto Alcan investit 70 millions pour moderniser l'usine Vaudreuil. Donc là encore, on va saupoudrer, hein, démontrer qu'on investit encore dans les usines. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce que... C'est parce que là, on va moderniser, on va mettre les bâtiments à niveau, on va créer un nouveau bâtiment où on va centraliser en fait la surveillance, etc. Est-ce que... J'ai toujours un peu un malaise, moi, avec Rio Tinto Alcan. Ouais, maintenant... Je pense que s'il n'y avait pas d'investissement du tout, ça serait dangereux pour l'ensemble de toute la région, de l'avenir de toute la région. Le simple, oui, on saupoudre, mais ce qu'on permet de faire en sorte que c'est que des activités vont pouvoir se poursuivre. Fort probablement qu'il peut y avoir de la robotisation qui vont mettre des emplois à l'extérieur. Peut-être. Mais la question, c'est qu'il va rester des activités à caractère économique. Et des emplois qui vont être là. Moi, tout petit projet, quel qu'il soit, et qui s'en vient pour améliorer une activité ou des activités économiques dans notre milieu, je pense qu'on se doit aussi de regarder... non, mais c'est positif, là. C'est fun. Hein? C'est ça. Est-ce que c'est des nananes ou est-ce que c'est pour avoir bonne figure auprès de... Fort probablement. OK. Mais c'est parce que moi, mon point, c'est, tu disais, si on n'investissait pas, on aurait plus peur. Mais de toute façon, qu'on investisse ou qu'on n'investisse pas, ces compagnies transnationales-là qui ont le siège social à l'autre bout du monde puis qui se foutent éperdument du monde qu'il y a ici, ils vont toujours brandir la menace de déménager leurs affaires puis d'aller faire leurs affaires ailleurs. T'sais. Peu importe si on investit ou pas. Par contre, les actifs hydroélectriques qui permettent de faire l'électricité, là, hein? Ils sont encore là. Ils sont là. OK? Oui, qu'on donne. Or, il faut aussi que ces compagnies-là, ils ne peuvent pas nécessairement juste se foutre de ça. Ils en ont besoin d'électricité faite de l'aluminium. Là, j'ai dit qu'ils se foutaient du monde, pas de l'électricité. Au contraire, ils sont bien contents de l'avoir gratuitement. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont obligés quand même de regarder. C'est le gouvernement, quand même, c'est-à-dire nous autres, qui octroyons la possibilité d'avoir des baux. Oui, des baux sur plusieurs années, avec pas grand scène qui revient. J'ai un problème, tu dis c'est nous, c'est pas nous, c'est le gouvernement. Parce qu'à chaque fois qu'il y a ces négociations, chaque fois qu'il y a négociation, le milieu se soulève pour dire ça prendrait plus, faudrait demander plus, puis le gouvernement finit tout le temps par s'aplaventrir devant ces compagnies-là puis leur donner tout ce qu'ils veulent. C'est ça la réalité. Je le prends pas aussi catégorique que toi. Correct. OK? Je comprends très bien qu'il y a, oui, un jeu de pouvoir et de négociation qui se fait. Donc, tu donnes ta position est plus tout à fait la même. Ça, oui, je comprends ça, que ça puisse se faire et quand même, qu'on le veuille ou non, c'est sûr qu'ils peuvent décider de vouloir fermer demain matin puis de s'en aller ailleurs pour le faire. Mais ils vont nous menacer de le faire. C'est ça. Mais tu sais aussi pourquoi ils ne le feront pas. Par contre, ils peuvent atténuer certains types de production pour faire en sorte que ça ressemble pas mal plus à ça qu'à d'autres choses. Alors, c'est plus ça là, que je pense qu'il faut surveiller. D'où la question que le gouvernement ait une exigence, à tout le moins, de réinvestissement. Minimum et respecté par l'entreprise. Parce que chaque fois qu'on fait ça, il y a toujours des investissements promis, puis ils ne sont jamais à cause du marché.
ils sont jamais faits. Moi ça, je suis plus capable. Ouais, encore, ils sont faits juste en partie, donc ça fait en sorte que ça, pourquoi tu voulais l'avoir. Rappelez-vous le 2 milliards qui était supposé être investi là, il y a 15 ans maintenant. Écoute, on n'a même pas vu le tiers de cet argent-là. En tout cas. On n'est pas encore lors de la pause. J'ai le temps de te parler d'un dernier sujet. Les audiences du BAP qui continuent sur GNL Québec. C'est fascinant de voir comment il n'y a aucune nuance chez personne qui vient parler et déposer son mémoire. Les gens sont très polarisés, pour, contre. Ça ne sera pas évident, je crois, pour le BAP d'arriver avec des recommandations. En plus, le gouvernement a l'air déjà bien niché dans sa position de toute façon, mais on va prendre le temps d'écouter les recommandations, je l'espère du moins, et de faire parler ces gens 250 mémoires. C'est énorme, là. Tu sais, tu vas essayer de me rappeler quelque chose, toi, la vedette radio-canadienne en Sciences Po. Tu vas essayer de me rappeler qu'est-ce qui se passe lorsque un BAP donne ses recommandations. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que le BAP tient compte des consultations publiques qui s'est faites, des idées qui sont ressorties pour voir à la recherche de consensus ou pas, ou si, de par ce qu'ils ont comme spécialistes, disent, bon, ben, malgré tout ce qui s'est dit, voilà la recommandation que nous amenons. Tu comprends ce que je veux amener? Est-ce que selon le... Ce qui est clair, c'est que c'est pas le nombre. Tu sais, t'as beau avoir 90 d'un côté, 10 c'est pas ça. C'est au niveau des Mais comment ils font? Il faudrait voir leur grille d'évaluation. Ça, c'est très pertinent. Puis comment ils vont aussi qualifier les gens? Parce que clairement, si je vais déposer un mémoire, ma crédibilité, c'est quoi ma crédibilité face à, je sais pas moi, au chef de la Chambre de commerce ou à David Suzuki, là, tu sais, je veux dire, je suis rien, là. Donc, est-ce qu'il y a un poids donné à ça aux gens? Comment on évalue ça? J'ai aucune idée. J'aimerais savoir leur grille d'analyse. C'est ça. Puis la rédaction de la recommandation, tu comprends? Dans les recommandations, on en fera probablement pas juste une, on se doit effectivement de tenir compte de tout ce qui s'est dit, je pense. Ben oui. OK? Attends, c'est quand tu viens pour rédiger, tu rédiges quelque chose, tu priorises des choses, OK? Tu sais, quand tu écris une nouvelle, c'est en plus, par contre, les gens qui sont là ont leur valeur, ont leur idéologie, fait que la priorisation va se faire là aussi. C'est ça qu'il faut regarder dans le processus. Et bon, est-ce qu'ils vont en arriver? Écoute, on a vu ça, là... sur 1200, je pense, de mémoires qu'ils ont reçues. Il y en a 1000 qui sont contre, puis il y en a 200 qui sont pour. Donc, il n'y a pas de consensus social. Tu comprends qu'on ne peut pas nécessairement dire ça comme ça. Par contre, si on jouait la fameuse loi que tout le monde joue actuellement quand c'est le temps de nommer quelqu'un sur des comités régionaux, peut-être que la loi du nombre, à ce moment-là, pourrait être fait partie de la recommandation en disant le BAP dit « il n'y a pas de consensus social ». Oui. Il y a l'autre affaire aussi, c'est que là, on parle de l'usine, mais c'est pas un BAP global, tu sais. Puis une fois que tu as dit oui à l'usine, tu peux plus dire non au tuyau, là. Non, faut pas, ça, c'est un constat, là, tu sais. Puis l'autre chose, c'est que c'est des recommandations. Qu'on l'a vu avec le temps, le gouvernement fait bien ce qu'il veut pareil. Il est obligé de faire un BAP, mais au bout du compte, la décision y revient, puis il a l'air déjà d'avoir fait son nid, là. Ouais. Par contre, je pense qu'il se doit quand même. Tu sais, on est quand même en politique et on est quand même toujours dans la recherche, qu'on le veuille ou non, en politique, d'une forme de consensus. Il n'existerait peut-être pas. Peut-être qu'ils peuvent dire effectivement... on n'a pas besoin de la recommandation et on va à la rencontre. Ils peuvent le dire, mais il y a un risque électoral et politique qui est toujours relié à cela. Ça n'empêchera pas que la décision va être celle-là, mais ça empêche aussi peut-être une réélection plus rapide ou plus facile à ce moment-là. Je pense qu'il faut que tu tiennes compte. Il faut que le gouvernement tienne compte aussi de ça. Est-ce que ça l'amènerait à faire en sorte qu'ils puissent dire oui, mais avec un ensemble de conditions supplémentaires qui pourraient être plus acceptables pour les gens? C'est peut-être ça que va être la décision. Ben moi, j'ai écouté beaucoup, là, j'ai lu beaucoup, puis j'ai écouté, puis je pense que peu importe
ils peuvent pas dire oui au projet. Il y a pour beaucoup de gens, un oui au projet, peu importe les conditions, c'est inacceptable. Ben, Parce que la priorité, c'est la protection de l'environnement, puis le changement donc de passer des énergies fossiles à des énergies. C'est ça, c'est puis je pense que c'est le débat. Hein. Mais oui. Le débat est... On parle du trafic maritime, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on permet encore à l'Ouest canadien de pouvoir être capable de survivre? Parce que là, eux autres sont en période de survie. Eux autres aussi. Ou si on se dit, écoute, si on développait encore davantage nos types d'énergie à nous, puis qu'on réussissait à faire en sorte. Peut-être que le vrai débat va être là. J'avoue que moi, me faire une tête définitive sur la question, j'ai énormément de misère. Pas moi, parce que mes valeurs passent avant beaucoup d'autres considérations, puis c'est ça. Mais je suis capable d'écouter puis de comprendre aussi les points de vue qui sont différents des miens. J'ai eu l'occasion en février dernier d'écouter la position de Stéphane Tremblay, qui, on le sait, était et qui travaille maintenant pour la firme. Et son type de raisonnement par rapport à ce projet-là était quand même, je pense, intéressant. Un bon mandat. Intéressant. Oui, je le trouvais intéressant. Et je pense qu'il est encore fondamentalement mais en fait, environnementaliste. Jules, moi, je pense que le débat, c'est entre maintenant, tout de suite, ou à long terme. C'est ça, en fait, qu'on priorise. Est-ce qu'on veut mettre de l'argent dans notre poche maintenant ou on veut préserver puis développer pour longtemps? Le débat est là. Et c'est pas pour rien que tous les entrepreneurs qui, en général, veulent se mettre de l'argent dans les poches maintenant, n'ont un peu rien à foutre de qu'est-ce qui va arriver dans 5 ans. Ça, c'est évident. C'est évident que cet élément-là est là. Mais on peut tenir ce type de raisonnement-là sur l'ensemble de tout projet à caractère économique qui peuvent se présenter. Absolument. Je pense que c'est important de le faire pour ça. Il faut qu'on ait au moins une réflexion. Parce que la question aussi, c'est, dans 50 ans, il va en advenir quoi de l'énergie fossile? Ouais. Il va-t-il en avoir encore? On va-t-il encore l'utiliser? Parce qu'il y a de plus en plus, ce que l'on cherche, c'est davantage d'énergie renouvelable. Le plus gros producteur d'énergie renouvelable aux États-Unis, les plus gros producteurs, c'est quel État? C'est le Texas. Exact. Donc, on est partout, on est en train de changer. C'est peut-être le temps qu'on suive le bateau. Hey, je t'arrête parce qu'on prend une pause. On se retrouve tout de suite après la pause avec la suite de notre analyse de l'information de la semaine. À tout de suite! Au début, je me suis dit que ça pouvait pas être ça, que c'était juste mes allergies. Je toussais un petit peu, mais j'avais pas de fièvre, sauf que même si je m'entraîne, j'étais épuisée juste à monter les marches. À partir de ce moment-là, j'étais toujours fatiguée, j'ai commencé à avoir les lèvres bleues puis à manquer d'air. Le jour de ma fête, j'ai pas eu le choix, j'ai dû appeler l'ambulance. Croyez-moi, la COVID-19, c'est sérieux. J'étais chez une amie, on jasait dans le cadrage de porte. Rien de plus banal que ça. Mais 3 jours plus tard, grosse fièvre, fatigue, la difficulté à respirer, jusqu'à peu être capable de respirer. Avant, j'étais entrepreneur général. Aujourd'hui, j'ai une trachéo, puis je peux même plus travailler. Croyez-moi, la COVID-19, c'est sérieux. Être sur scène, pour moi, c'est la meilleure manière de pouvoir partager avec mon public. Mais aujourd'hui, c'est surtout le temps de se mettre à l'unisson et de respecter les mesures en place. Donc, éviter les rassemblements entre amis ou en famille et se tenir à 2 mètres de distance. En faisant attention, tout le monde ensemble, on va être capable, j'en suis persuadée. Et le plus on se protégera, le plus rapidement on va pouvoir faire salle comble ici. On est de retour de la pause et on continue notre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? On est maintenant rendu à l'actualité nationale. Un gros sujet pour toi, je vais te parler. Je mets 2 sujets ensemble en plus parce que j'aime ça te mélanger puis voir si tu as encore une capacité d'analyse digne de ta renommée. Je veux qu'on parle, cette semaine, on fête les 25 ans du référendum de 1995. Donc, je veux ton analyse de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en retire? Et en lien avec ça, on sait que tu as été beaucoup impliqué au Parti québécois, puis je veux ta perception de qu'est-ce
qui se passe avec le Parti québécois depuis l'élection de Paul Saint-Pierre Plamondon à sa tête? Sur la question des 25 ans du deuxième référendum au Québec, je reprenais justement le reportage dans lequel on parlait tout à l'heure, où est-ce qu'on interviewait un acteur, entre autres, qui était Stéphane Bédard, M. Bédard, OK, qui était un des un des grands porte-parole du oui. Et, tu sais, je l'écoutais, puis il disait, oui, dans le temps, c'est vrai que ce que tu disais, c'est que c'était le sujet. Oui. Tu comprends? On était dans tout le monde avait une position là-dessus. Là. Où est-ce que là, on se disait oui ou non, mais on avait le choix de pouvoir aussi le dire. Moi, je me souviens pour avoir discuté des fois sur la rue avec des gens dans ce temps-là, et disaient « Hey, regarde, sais-tu, selon les sondages, le oui aurait quasiment des chances de passer. » Personne n'y croyait. Moi, j'y croyais pas à la possibilité qu'elle oui passe. Puis je me souviens le soir de l'élection, le soir du référendum, assis dans ma chaise berceuse à écouter ça à la télévision avec une couple d'amis, puis un petit verre de bière, et j'y croyais pas. Hey, on était rendu à 54 %, puis l'autre bas, je suivais en arrière, elle disait, ça se peut-tu qu'on va... Mais là, il s'est aussi créé, je pense, le plus qui se créait, c'était qu'est-ce qui va en advenir. Et, tu sais, Parizeau a eu peut-être des paroles qui ont été dites, semble-t-il, offensantes. Mais Parizeau a quand même dit le soir de l'élection, vous savez, pourquoi est-ce que c'est qu'on a gagné? C'est à cause de l'argent, OK? Des opposants du non qui n'ont même pas été comptabilisés. Non, ça a été la démontré. fameuse question de vote ethnique. Ouais, là, je suis... Mais sur la question des votes ethniques, pourquoi il l'a amené? C'est que oui, quelques jours avant le référendum, OK, le gouvernement fédéral, de par le pouvoir qu'il a de faire en sorte qu'on donne la citoyenneté rapidement, OK, a pris les livres et dit « Hey, t'as voulu ta citoyenneté? Ça fait 2 mois que t'as demandé ta citoyenneté. Habituellement, ça prend 3-4 ans avant d'avoir ta... Regarde, on te la donne, Ah, t'as eu un paquet de monde. Puis avec la commission Gomery, on a vu que l'argent aussi, ça a été... Exact. Puis regarde, avec la différence de vote qu'il y avait, là, ça en prenait pas énormément. Or, il y a eu quand même aussi raison. Mais ça m'amène à dire la chose suivante. Est-ce que la question... C'était un référendum pour demander qu'on négocie. Hein? T'as pas fait l'indépendance du Québec, ça là. C'était pour qu'on négocie avec le fédéral le retrait du Québec de la Confédération. Et les gens ont pas compris qu'il y avait un élément de négociation. Aujourd'hui, là, OK, puis je regarde encore, je m'excuse de revenir sur la COVID, là, mais je veux dire un discours de mon ami, le premier ministre du Québec, encore cette semaine, qui dit « Monsieur Trudeau, OK, vous ouvrez pas les frontières. OK, vous ouvrez pas encore les... Hey, tu te rends compte que si t'étais une nation... C'est toi qui prends la décision de dire que là, tu es obligé de demander à quelqu'un de l'extérieur de ton lieu, écoute, OK, tu rouvres pas les frontières. Ouais. Mais ce que je veux dire, je vais en arriver par ça, c'est qu'on n'a pas compris ça. On n'a pas pu l'expliquer, ça, aussi, lors du référendum, parce que c'était « I love you ». Hein? « I love you ». Et non, on est allé sur les arguments émotifs. Oui, et regarde, ce que je me souviens, ce que Stéphane Stéphane Bédard disait dans le reportage quand son père avait dit « Il faut se tenir debout, pour une fois, il faut se tenir debout ». Ça, là, c'était le discours d'un indépendantiste, de quelqu'un qui disait « Écoute, tu veux qu'on soit soi-même, il faut qu'on se tienne debout ». Pour le faire. Puis les gens s'étaient levés dans la salle. J'écoutais Stéphane en parler, puis je me disais, oui, ça devait être trippant d'entendre ça. Mais c'était plus qu'un juste émotif, cet élément-là. Il y avait, oui, un geste, une action à poser, ce qu'on n'a pas fait tout le monde lors de ce débat-là qui s'est fait sur l'indépendance. Aujourd'hui, on se dit, avec le nouveau chef,
oui, il y aura, si vous nous élisez, c'est pour faire l'indépendance du Québec, et il y aura un référendum. On est loin d'être élus, là. Oui, Avec... mais indépendamment. Ouais. Au moins, le Parti québécois va au moins dire à l'électorat, écoutez, si vous nous élisez, c'est pour faire l'indépendance. Ça, là, il faut que ce discours-là soit maintenu. Je le sais que c'est la 9e, au niveau des sondages, la 9e préoccupation dans l'ensemble de la population. Ben oui, puis, pas grave, si t'en parles pas, là, ça deviendra la même priorité. Ben non, c'est sûr. Alors, il faut, oui, que ça soit l'élément. Le seul hic où j'éprouve encore une difficulté, c'est de dire, nous allons le faire de façon utopiste. Ça c'est ce qu'on dit encore aujourd'hui au Parti québécois. Là. Encore au PQ. Je veux dire, au niveau des leaders. Parce qu'au niveau des membres, il s'est voté une résolution, OK, une déclaration de principe, dans laquelle on souligne que dans cette déclaration de principe-là, on dit « Nous ne voulons plus être un gouvernement, si vous nous élisez, nous ne voulons plus être un gouvernement provincial. Ouais. Nous voulons être un gouvernement national qui va faire l'indépendance du Québec. » Où est-ce qu'il reste au PQ, cette heure à expliquer, là, hein? C'est pourquoi ce projet de société-là, qu'est-ce qu'il va être? Qu'est-ce qu'on fait le lendemain de qu'est-ce qu'il va être, le projet de société? Moi, je pense qu'il manque une grande pédagogie. Exactement, c'est là. Il faut arrêter de dire, ah tiens, on va faire un référendum. Bien là, on va faire un référendum, mais je tiens à dire que depuis 2002, OK, la seule façon dont les libéraux pouvaient gagner leur élection, c'est-à-dire lors des débats des chefs, écoutez, là, vous avez un agenda caché, là, hein? Vous allez faire l'indépendance du Québec. Quand même si vous ne le mettez pas dans votre programme, hey, là, il n'y en aura pas d'agenda caché. C'est tu fais l'indépendance du Québec ou tu la fais pas. Et ça, il va falloir que le Parti québécois se maintienne. Oui, ça va prendre combien de temps? 5 ans? 10 ans? 20 ans? Ça fait 2000 ans que les Palestiniens attendent. Exactement, c'est un peu... Je n'avais pas l'idée des Palestiniens en tête, mais tu me l'amènes. Ça va venir. Ça va venir. Et je caricature pas du tout, M. Bédard, quand je dis ça, parce que lui a terminé effectivement lors du reportage. On va l'avoir. Je ne serai peut-être pas là, mais on va l'avoir. Pourquoi? Parce que tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas des gens, il va y avoir des gens qui vont dire, nous, là, on aimerait ça être capable de prendre les décisions qui nous conviennent et qui nous ressemblent. Et je reviens toujours à mon discours identitaire. OK? Ça nous ressemble, donc c'est ce que nous sommes collectivement. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut en aller. Bien, en tout cas, moi, je suis sensible à un nationalisme d'ouverture, mais c'est sûr qu'on a pris une tangente depuis les années 2000 avec un nationalisme identitaire. Puis là, moi, je trouve que j'embarque moins. Je trouve que c'est une base même un peu raciste. Ben... Mais ça, c'est mon point de vue. Tu n'as pas à le partager. Là. On pourrait en débattre longtemps, mais j'ai pas assez de temps, malheureusement, pour qu'on puisse en débattre. Ah. Ouais. On reprendra ça. Oui, pas de problème quand tu veux. On pourrait faire une spéciale d'une heure là-dessus. Le Québec investit 90 millions de dollars dans les métaux stratégiques, en fait, pour tenter de développer, de positionner le Québec dans ces métaux-là qu'on a dans notre sous-sol, qu'on ne développe pas ni en première, ni en deuxième, ni en troisième transformation, mais qui sont très précieux, qu'il y a une demande mondiale qui monte. Et en plus, ici, avec nos pratiques, on pourrait faire ces métaux-là d'une manière plus environnementalement acceptable. T'en penses quoi? On parle des métaux, le cobalt, graphite, des métaux qu'on sert pour les ordinateurs, des choses comme ça, là, puis qui créent des guerres ailleurs. On sait que ça vient beaucoup d'Asie, une partie d'Afrique, donc ça pourrait peut-être être intéressant pour les Québécois. Tu en penses quoi? Pourquoi est-ce que c'est que ça n'a pas été développé jusqu'à là? Écoute, moi, depuis que je suis tout petit, qu'on me parle pour le bois, pour l'aluminium de troisième transformation, j'en peux plus. Faisons-le, arrêtons d'en parler. Ça nous prend ça, ça nous prend ça. On nous dit encore la même affaire. Ça va finir qu'on va laisser des gens exploiter des mines ici, puis on va leur permettre d'envoyer le minerai ailleurs pour le transformer. C'est ça qui va arriver. Moi, toute mesure qui fait en sorte qu'il peut y avoir une exploitation de richesses naturelles conforme au maintien, quand même, environnemental. Avec des redevances acceptables, ce qui est en ce moment complètement inacceptable. Ouais, mais plus que la question de redevance, il faut que le projet que tu amènes ait
s'inscrivent dans les retombées d'une économie durable. Oui, OK? oui, ça, je suis parfaitement d'accord. Ces projets-là et cet argent-là se doit d'être investi justement, peut-être fort probablement, pour le développement de ces types de métaux-là que l'on retrouve. Est-ce qu'on en retrouve à suffisamment grande quantité pour pouvoir être en mesure que ce soit économiquement rentable? On pense à la mine de diamants, là. C'est À Chibougamau, là, qui était exposé d'être donc bien rentable, puis finalement... Ben là, moi, il a perdu beaucoup de sous. On a beaucoup, il y en a beaucoup qui ont perdu beaucoup de sous sur cette question-là, mais puis bon, le diamant est quand même pas la ressource... de l'avenir. Non, c'est un produit de luxe. De matériaux. Non, moi, bon, je suis d'accord à ce qu'on puisse être en mesure de pouvoir en arriver à le développer et à le mettre de l'avant. Mais pourquoi est-ce que c'est qu'on s'en tient peut-être un des éléments qui ont fait en sorte que, oui, il se faisait quand même du développement, de la prospection minière. On recherchait peut-être pas ça parce que ce qui se vendait, c'était le fer, c'était ci, c'était ça. Et on cherchait peut-être davantage ce genre de... Regarde le Tantal à Girardville. Il semblerait-il que c'est... Il y a une bonne... Une bonne talle. Il y a une bonne talle dans le Tantal. Mais bon, il ne s'exploite pas, là. Je veux dire, ça prend des investisseurs, ça prend des, ça prend des gens qui ont des gros moyens. On investit aussi 25 millions en santé mentale. Je dis bravo, mais moi, je dis c'est pas assez. Les problèmes de santé mentale sont problématiques au Québec depuis longtemps, mais là, avec le COVID, on voit que ça double. Il y a de la détresse auprès des jeunes, des personnes âgées, c'est compliqué. Il va falloir prendre ça au sérieux puis considérer ça comme des maladies, des besoins urgents, là, criants pour la population. Oui, c'est évident que, bon, ça m'apparaît quand même relativement facile de dire « ouais, mais c'est pas assez ». Ce que je veux dire par là, c'est que le problème, là, c'est pas juste de mettre 25 millions de dollars. C'est d'avoir la volonté de vouloir intervenir sur des problèmes de santé mentale. Ouais, OK? Là, c'est-tu 25, 30, 35, 40, 1 milliard qu'il va falloir investir? Je ne le sais pas. Mais le jour où le gouvernement va dire « Wow, il faut que oui, on injecte. » Et non seulement qu'on injecte de l'argent, mais que nous mettions de l'avant des protocoles d'intervention qui vont faire en sorte que les problématiques de maladies mentales au Québec soient davantage faites. Et le jour où est-ce qu'on va en arriver à faire en sorte que tu vas voir apparaître des plans d'intervention qui sont pas juste dire, ben, regarde, j'ai mis 25 millions, on va embaucher deux ressources. Oui, 2 ressources de plus. C'est pas ça, oui, fort une problématique de ressources. Il faut aussi existe. En regardant en aval d'où viennent les problèmes pour tenter Exact. Tu comprends? Ça, là, ça, c'est une intervention. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pourra coûter. Mais c'est que le gouvernement dise ça au lieu de dire, bon, ben écoutez, là, on va envoyer un peu de sel là, sur l'affaire. C'est l'impression que ça me donne, en tout cas. C'est ça. En même temps, Québec revoit son régime de santé et sécurité au travail. Ça fait, je pense, depuis les années 80 que ça avait pas été fait. Oui. Donc, on vient d'ajouter plein de types de maladies. Il y en a des maladies professionnelles, reconnaissance de certaines maladies mentales en lien avec le travail, etc. Je pense que c'est le temps. Je pense que c'est un bon move, moi. Oui, mais ça nous permet aussi... Moi, quand j'ai vu apparaître ça, j'ai dit, tiens, un dossier qui nous change la COVID. Oui, c'est vrai. Hein? Mais oui, c'est un dossier... tu me diras, il y en a d'autres aussi, genre racisme et ces choses-là, mais indépendamment de ça, on a au moins là, un projet d'aménagement d'une façon, de nos façons de faire qui se remet sur la table et qui nous amène à discuter de santé, mais de santé au travail. Tu sais, je veux dire, fort probablement, il y en a un, peut-être aussi un autre problème de santé au travail. Je pense qu'on en discutait un peu lors de notre dernière rencontre. Tu sais, le télétravail, là, ça a un effet aussi fort probablement sur la santé des gens. C'est positif sur des choses, mais c'est négatif sur d'autres. Exact. Donc, tu comprends, il y a toutes ces choses-là. Ça peut nous amener à se poser plus que des questions. Surtout, il faut qu'à un moment donné, on en arrive à se dire, voilà l'action que nous menons. Peut-être que l'action ne sera pas bonne.
peut-être qu'on va se tromper peut-être dans l'action ou elle sera pas complète. Mais ça va peut-être être mieux que de rien faire. De rien faire. Tu sais, je veux dire, on est là pour... La solution parfaite, elle existe pas. Des points de presse puis dans lesquels on dit monsieur le premier ministre, concernant le gros sujet là qui est la COVID, vous prenez telle décision. Par contre, l'opposition dit qu'il faudrait peut-être qu'on prenne telle autre position. Oui, mais à un moment donné, là, il faut qu'on arrête de dire qu'il existe telle position, puis c'est qu'est-ce qu'on fait? Bien, pour moi, la pire décision, pour moi, la pire décision, c'est de ne pas prendre de décision. Au moins, assumer une décision qui n'est pas parfaite, mais qui fait avancer un peu les affaires. Il y avait Pierre Pellado, le père, là. Oui. Le père, Pierre Pellado, ils n'ont pas pécan. Quel sympathique Pierre Pellado qui disait, savez-vous c'est quoi un bon cadre dans mon entreprise? C'est quelqu'un qui, sur 5 décisions, va en prendre 4 mauvaises puis une bonne. Mais il s'est pris des décisions, oui. Tu comprends? Le cadre qui ne prend pas de décision, il est vraiment pas bon, lui. Il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. Hey, je te garde une petite place pour l'international, parce que je sais que tu as vraiment le goût. Ça s'en vient, les élections américaines, mardi soir prochain. Probablement qu'on aura les résultats pas avant mercredi, jeudi, même peut-être vendredi, là, à cause de... Oui, on peut peut-être avoir des indications mardi soir. Bien, si c'est un vote clair pour un ou l'autre, on va l'avoir mardi soir. Mais si c'est serré... Je prenais des sondages, je ne me souviens pas dans quel État, mais un État qui était républicain. 57 Biden, 40 Mais là, il serait à 12 points d'avance, selon les derniers sondages. Sauf que, à cause du principe des grands électeurs, ça ne fonctionne pas. C'est un peu comme le Parti libéral au Québec qui va gagner des comtés à 80-95 %, mais ça y en fait rien qu'un de plus, là. T'sais? Donc, si tu perds, par exemple, la Pennsylvanie ou la Floride, qui a beaucoup de grands électeurs, puis que tu perds par peu de voix, mais que tu en gagnes plein de petits États par beaucoup de voix, c'est pas représentatif du résultat. On l'a vu d'ailleurs en 2016. Là, Hillary Clinton est allée chercher plus de votes, mais elle a perdu quand même, et par une grosse marge. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut, oui, être... Mais ça se pourrait-tu que les Américains aient changé leur façon un peu de penser? Bien, peut-être qu'en 2016, ils ont fait « Donnons la chance à ce que tout le monde qualifiait d'un clown, mais qui a quand même réussi à gagner. » Là, je veux dire, tout le monde le donnait perdant. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné une chance parce que de l'autre côté, on avait l'establishment. En plus, c'était une femme, c'est quand même encore assez misogyne aux États-Unis, malheureusement. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui font « Mais voyons donc, aujourd'hui, de faire... Là, ça n'a pas de sens. Soit que tu es très pro, là, donc tu es d'accord avec tout, puis tu as des ornières, tu n'es pas capable de voir, en fait. À un moment donné, il y a des données, puis il y a des faits. Là. Je veux dire, le nombre de mensonges qu'il a dit, c'est comptabilisé. Là. Fait qu'à un moment donné, puis il s'en fout en plus. Ah ouais, fait que moi, ça me trouble un peu comme dirigeant politique. Puis tu sais, c'est ça, mais si tu veux être aveuglé puis penser qu'il y a rien que raison, puis qu'il est beau, puis que tout ce qu'il fait est parfait, je pense que tu es en tort. Puis des deux côtés, on a ce genre de militants-là, malheureusement. Par contre, ce qui peut... mettons-nous dans le scénario où c'est Biden qui remporte le Là, la grosse question qu'on se pose, c'est il va t'offrir combien de temps? Il a-tu la santé pour t'offrir 4 ans? Et sais-tu qu'est-ce qui m'amène? Peut-être que la vice-présidente... Kamala Harris? Aura peut-être, la vice-présidence aussi, aura peut-être davantage d'influence sur le développement de ce pays que tous les autres vice-présidents ont peut-être. C'est sûr qu'à un moment donné, s'il arrêtait d'élire des bonhommes de 80 ans, là, excusez, là, c'est rien contre les bonhommes de 80 ans, mais je pense que l'avenir appartient non, mais l'avenir appartient aux jeunes. Il y a des nouvelles idées, des affaires. J'ai l'impression qu'on fait de la politique. Écoute, j'ai jamais vu cette campagne-là. Pour moi, là, écoute, j'ai pleuré du sang de nombreuses reprises. Il y a vraiment une problématique. Puis l'autre affaire, c'est que si, mettons, Biden était pour gagner par une marge serrée, ça fait 4 ans que Donald Trump nie la vérité en disant « fake news, ça c'est pas vrai », en discréditant la nouvelle, les faits. Tu sais qu'il va arriver s'il perd par une marche serrée. Déjà, il a mis la table à ça. Fait que Par contre, je ne pense pas qu'il puisse aller au bout de ses menaces là-dessus. OK? La Constitution américaine
est quand même là, Oui. OK? Et tu te devras de la respecter. Oui, mais... Est-ce que ça va faciliter Non. le transfert des dossiers? Fort probablement. Mais tu remarqueras que le check and balance aux États-Unis a toujours très bien fonctionné. Jusqu'à maintenant, où là, on a complètement débalancé ce pouvoir-là en ne reconnaissant plus les institutions. Il y a une grave crise là, démocratique aux États-Unis. Ça, pour moi, c'est clair. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une grosse frange des pro-Trump, il y a des milices armées, on parle aux Proud Boys, etc. Est-ce qu'ils peuvent faire des coups d'éclat? Je veux dire, on ne le sait pas, mais il y a beaucoup d'armes à feu aux États-Unis. Moi, je dis pas qu'il y aura une guerre civile, là, mais moi, ça peut me faire peur. Ça, regarde, tu vois juste là, le débat sur les caricatures de Mahomet en France. On est rendu au 3e attentat depuis quelques semaines. 2 personnes décapitées. À un moment donné, c'est où que ça arrête? Quand est-ce qu'on va arrêter d'être polarisé puis on va amener un peu de nuance, puis de débat, puis de dialogue? Moi, j'ai hâte parce que le monde d'aujourd'hui, ultra polarisé, comme rapidement, il faut que tu sois pour ou contre quelque chose. On peut-tu mettre de la nuance dans tout? Une bonne dose de nuance là, et d'humilité, là, ça ferait du bien à l'humanité en ce moment. Donc, je te terminerai en disant, on peut-tu mettre de la politique aussi, quelque part? Ouais, c'est la intéressant. politique, c'est ça. Ouais. La recherche d'un consensus, la recherche de faire en sorte que des gens... Qu'on gouverne pour tout le monde. Ben oui, parce que c'est évident. Écoute, le gris existe malheureusement peu, à part que quelqu'un qui a un certain âge puis qui a il y a beaucoup de gris. Mais le gris n'existe pratiquement pas. Et on est toujours un peu noir. Mais oui, il faut qu'on le fasse les médias sociaux nourrissent ça. Les médias nourrissent ça. Alors, regarde une tribune à télé, on prend tout le temps lui qui est le plus pauvre, lui qui est le plus contre, la chicane. On se parle pas, on se parle, on s'écoute pas. Qu'est-ce qui ressort? On fait un chicaner. Comme moi pis toi. Exact, mais c'est pas vrai. Non, mais en général, on réussit à être d'accord ou à discuter. Du moins, je pense à réfléchir ensemble. Donc, ma proposition est que moi et toi, on prenne le contrôle du monde pour les 20 prochaines années. Et ça serait peut-être pas méchant. Il y a 20, en tout cas, peut-être moins pour moi, là, mais... Merci, Jules. C'était toujours éclairant, toujours un plaisir de te parler. Merci à vous. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Vous avez des commentaires, vous pouvez nous écrire. Et sinon, nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition, pas d'Accès Bercé, ça c'est mon autre émission, mais de Qu'en pensez-vous? Passez une belle semaine. Au revoir. Moi, je travaille en français. 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 Moi, je travaille en français.